Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire la dernière vidéo de la lecture chuchotée. C'est reparti. Chapitre 9. Je parle beaucoup d'Anne et de moi-même et peu de mon père. Non que son rôle n'ait été le plus important dans cette histoire, ni que je ne lui accorde de l'intérêt. Je n'ai jamais aimé personne comme lui et de tous les sentiments qui m'animaient à cette époque, ceux que j'éprouvais pour lui étaient les plus stables, les plus profonds, ceux auxquels je tenais le plus. Je le connais trop pour en parler volontiers et je me sens trop proche. Cependant, c'est lui plus que tout autre que je devrais expliquer pour rendre sa conduite acceptable. Ce n'était ni un homme fin, ni un homme égoïste, mais il était léger, d'une légèreté sans remède. Je ne puis même pas en parler comme d'un homme, incapable de sentiments profonds, comme d'un irresponsable. L'amour qui me portait ne pouvait être pris à la légère, ni considéré comme une simple habitude de père. Il pouvait souffrir par moi que n'importe qui, et moi-même. Ce désespoir que j'avais touché un jour, n'était-ce pas uniquement parce qu'il avait eu ce geste d'abandon, ce regard qui se détournait et ne me faisait jamais passer après ses passions. Certains soirs, pour me raccompagner à la maison, il avait dû laisser échapper ce que Webb appelait de très belles occasions. Mais qu'en dehors de cela, il lui était livré à son bon plaisir, à l'inconstance, à la facilité. Je ne puis le nier. Il ne réfléchissait pas. Il tentait de donner à toute chose une explication physiologique qu'il déclarait rationnelle. Tu te trouves odieuse, dors plus, bois moins. Il en était de même du désir violent qu'il ressentait parfois pour une femme. Il ne songeait ni à le réprimer, ni à l'exalter jusqu'à un sentiment plus complexe. Il était matérialiste, mais délicat, compréhensif et enfin très bon. Ce désir qui la veille d'Elsa le contrariait, mais non comme on pourrait le croire. Il ne se disait pas « je vais tromper Anne ». Cela implique que je l'aime moins, mais c'est ennuyeux, cette envie que j'ai d'Elsa. Il faudrait que ça se fasse vite, ou je vais avoir des complications avec Anne. De plus, il aimait Anne, il l'admirait. Elle le changeait de cette suite de femmes frivoles et un peu sottes qu'il avait fréquentées ces dernières années. Elle satisfaisait à la fois sa vanité, sa sensualité et sa sensibilité, car elle le comprenait, lui offrait son intelligence et son expérience à confronter avec les siennes. Maintenant qu'il se rendit compte de la gravité du sentiment qu'elle lui portait, j'en suis moins sûr. Elle lui paraissait la maîtresse idéale, la mère idéale pour moi, pensait-il, l'épouse idéale, avec tout ce que ça entraîne d'obligation. Je ne le crois pas. Je suis sûr qu'aux yeux de Cyril et d'Anne, il était comme moi anormal, affectivement parlant. Cela ne l'empêchait pas d'avoir une vie passionnante, parce qu'il la considérait comme banale et qu'il y apportait toute sa vitalité. Je ne pensais pas à lui quand je formais le projet de rejeter Anne de notre vie. Je savais qu'il se consolerait comme il se consolait de tout. Une rupture lui coûterait moins qu'une vie rangée. Il était vraiment atteint et miné que par l'habitude et l'attendu, comme je l'étais moi-même. Nous étions de la même race, lui et moi. Je me disais tantôt que c'était la belle race pure des nomades, tantôt la race pauvre et desséchée des jouisseurs. En ce moment, il souffrait, du moins, il s'exaspérait. Elsa était devenue pour lui le symbole de la vie passée, de sa jeunesse surtout. Je savais qu'il mourrait d'envie de dire à Anne, ma chérie, excusez-moi, une journée, il faut que j'aille me rendre compte auprès de cette fille que je ne suis pas un barbon. Il faut que je réapprenne la lassitude de son corps pour être
Je voulais que ce désir au cœur de mon père s'investât et lui fît commettre une erreur. Je ne pouvais supporter le mépris dont Anne entourait notre vie passée. Ce dédain facile pour ce qui avait été pour mon père, pour moi, le bonheur. Je voulais non pas l'humilier, mais lui faire accepter notre conception de la vie. Il fallait qu'elle sût que mon père l'avait trompée et qu'elle prît cela dans sa valeur objective, comme une passade toute physique, non comme une atteinte à sa valeur personnelle, à sa dignité. Si elle voulait à tout prix avoir raison, il fallait qu'elle nous laissât avoir tort. Je faisais même semblant d'ignorer les tourments de mon père. Il ne fallait surtout pas qu'il se confiât à moi, qu'il me forçât à devenir sa complice, à parler à Elsa et écarter Anne. Je devais faire semblant de considérer son amour pour Anne comme sacré, et la personne d'Anne elle-même. Et je dois dire que je n'y avais aucun mal. L'idée qu'il pût tromper Anne et l'affronter me remplissait de terreur et d'une vague admiration. En attendant, nous coulions des jours heureux. Je multipliais les occasions d'exciter mon père sur Elsa. Le visage d'Anne ne me remplissait plus de remords. J'imaginais parfois qu'elle accepterait le fait et que nous aurions avec elle une vie aussi conforme à nos goûts qu'aux siens. D'autre part, je voyais souvent Cyril et nous nous aimions en cachette. L'odeur des pins, le bruit de la mer, le contact de son corps, il commençait à se torturer de remords. Le rôle que je lui faisais jouer lui déplaisait au possible. Il ne l'acceptait que parce que je le lui faisais croire nécessaire à notre amour. Tout cela représentait beaucoup de duplicité, de silence intérieur, et si peu d'efforts de mensonge. Et seul, je l'ai dit, mes actes me contraignaient à me juger moi-même. Je passe vite sur cette période, car je crains, à force de chercher, de retomber dans des souvenirs qui m'accablent moi-même. Déjà, il me suffit de penser au rire heureux d'Anne, à sa gentillesse avec moi, et quelque chose me frappe. D'un mauvais coup bas me fait mal, je m'essouffle contre moi-même. Je me sens si près de ce qu'on appelle la mauvaise conscience que je suis obligé de recourir à des gestes allumés, une cigarette, mettre un disque, téléphoner à un ami. Peu à peu, je pense à autre chose, mais je n'aime pas cela, de devoir recourir aux déficiences de ma mémoire, à la légèreté de mon esprit, au lieu de les combattre. Je n'aime pas les reconnaître, même pour m'en féliciter. Chapitre 10. C'est drôle comme la fatalité se plaît à choisir pour la représenter des visages indignes ou médiocres. Cet été-là, elle avait pris celui d'Elsa. Un très beau visage, si l'on veut, attirant plutôt. Elle avait aussi un rire extraordinaire, communicatif et complet, comme seul en ont les gens un peu bêtes. Ce rire, j'en avais vite reconnu les effets sur mon père. Je le faisais utiliser au maximum par Elsa, quand nous devions la surprendre avec Cyril. Je lui disais, quand vous m'entendez arriver avec mon père, ne dites rien, mais riez. Et alors, à entendre ce rire complet, je découvrais sur le visage de mon père le passage de la fureur. Ce rôle de metteur en scène ne laissait pas de me passionner. Je ne manquais jamais mon coup, car quand nous voyions Cyril et Elsa ensemble, témoignant ouvertement de liens imaginaires, mais si parfaitement imaginables, mon père et moi pâlissions ensemble, le sang se retirait de mon visage comme du sien, attiré très loin par ce désir de possession pire que la douleur. Cyril penché sur Elsa, cette image me dévastait le cœur, et je la mettais au point avec lui et Elsa sans en comprendre la force. Les mots sont faciles, liants, et quand je voyais le contour du visage de Cyril, sa nuque brune et douce inclinée sur le visage offert d'Elsa, j'aurais donné n'importe quoi pour que cela ne fût pas. J'oubliais que c'était moi-même qui l'avais voulu. En dehors de ces accidents et comblant la vie quotidienne, il y avait la confiance, la douceur. J'ai du mal à employer ce terme, le bonheur d'Anne, plus près du bonheur en effet que je ne l'avais jamais vu, livré à nous, les égoïstes, très loin de nos désirs violents et de mes basses petites manœuvres. J'avais bien compté sur cela. Son indifférence, son orgueil l'écartaient instinctivement de toute tactique pour s'attacher plus étroitement au père, et en fait de toute coquetterie autant que celle d'être belle,
Je m'attendris peu à peu sur son compte. L'attendrissement est un sentiment agréable et entraînant comme la musique militaire. On ne saurait me le reprocher. Un beau matin, la femme de chambre, très excitée, m'apporta un mot d'Elsa ainsi conçu. Tout s'arrange, venez. Cela me donne une impression de catastrophe. Je déteste les dénouements. Enfin, je retrouvai Elsa sur la plage, le visage triomphant. Je viens de voir votre père enfin. Et il y a 1 heure. Que vous a-t-il dit? Il m'a dit qu'il regrettait infiniment ce qui s'était passé, qu'il s'était conduit comme un goujat. C'est bien vrai, non? Je crus devoir acquiescer. Puis il m'a fait des compliments comme lui seul sait en faire. Vous savez, ce ton un peu détaché et d'une voix très basse, comme s'il souffrait de les faire. Ce ton, je l'arrachai aux délices de l'idylle. Pour en venir à quoi? Eh bien à rien. Enfin si, il m'a invité à prendre le thé avec lui au village, pour lui montrer que je n'étais pas rancunière et que j'étais large d'idées évoluées, quoi. Les idées de mon père sur l'évolution des jeunes femmes rousses faisaient ma joie. Pourquoi riez-vous? Est-ce que je dois y aller? Je faillis lui répondre que cela ne me regardait pas, puis je me rendis compte qu'elle me tenait pour responsable du succès de ses manœuvres. À tort ou à raison, cela m'irrita. Je me sentais traqué. Je ne sais pas. Elsa, cela dépend de vous. Ne me demandez pas toujours ce qu'il faut que vous fassiez. On croirait que c'est moi qui vous pousse à... Mais c'est vous, dit-elle. C'est grâce à vous, voyons. Son intonation admirative me faisait brusquement peur. Allez-y si vous voulez, mais ne me parlez plus de tout ça, par pitié. Mais il faut bien le débarrasser de cette femme, Cécile. Je m'enfuis, que mon père fasse ce qu'il veut, qu'Anne se débrouille. J'avais d'ailleurs rendez-vous avec Cyril. Il me semblait que seul l'amour me débarrasserait de cette peur anémiante que je ressentais. Cyril me prit dans ses bras sans un mot, m'emmena. Près de lui, tout devenir facile, chargé de violence, de plaisir. Quelque temps après, étendu contre lui, sur ce torse doré, inondé de sueur, moi-même épuisé, perdu comme un naufragé, je lui dis que je me détestais. Je le lui dis en souriant, car je le pensais, mais sans douleur, avec une sorte de résignation agréable. Il ne me prit pas au sérieux. Peu importe, je t'aime assez pour t'obliger à être de mon avis. Je t'aime tant. Le rythme de cette phrase me poursuivit pendant tout le repas. Je t'aime tant. C'est pourquoi, malgré mes efforts, je ne me souviens plus très bien de ce déjeuner. Anne avait une robe mauve comme les cernes sous ses yeux, comme ses yeux mêmes. Mon père riait, apparemment détendu. La situation s'arrangeait pour lui. Il annonça au dessert des courses à faire au village, dans l'après-midi. Je souris intérieusement. J'étais fatigué, fataliste. Je n'avais qu'une seule envie, me baigner. À 4 heures, je descendis sur la plage. Je trouvai mon père sur la terrasse. Comme il partait pour le village, je ne lui dis rien. Je ne lui recommandai même pas la prudence. L'eau. L'eau était douce et chaude. Anne ne vint pas. Elle devait s'occuper de sa collection, dessinée dans sa chambre pendant que mon père faisait le joli cœur avec Elsa. Au bout de 2 heures, comme le soleil ne me réchauffait plus, je remontai sur la terrasse, m'assis dans un fauteuil et ouvris un journal. C'est alors qu'Anne apparut. Elle venait du bois. Elle courait, mal d'ailleurs, maladroitement, les coudes au corps. J'eus l'impression subite, indécente, que c'était une vieille dame qui courait, qu'elle allait tomber. Je restai sidéré. Elle disparut derrière la maison, vers le garage. Alors, je compris brusquement et me mis à courir, moi aussi, pour la rattraper. Elle était déjà dans sa voiture. Elle, elle mettait le contact. J'arrivai en courant et m'abattis sur la portière. Anne, dis-je, Anne, ne partez pas. C'est une erreur, c'est ma faute, je vous expliquerai. Elle ne m'écoutait pas, ne me regardait pas, se penchait pour desserrer le frein. Anne, nous avons besoin de vous. Elle se redressa alors, décomposée. Elle pleurait. Alors, je compris brusquement que je m'étais attaqué à un être vivant et sensible et non pas à une entité. Elle avait dû être une petite fille un peu secrète, puis une adolescente, puis une femme. Elle avait 40 ans, elle était seule, elle aimait un homme, et elle avait espéré être heureuse avec lui 10 ans, 20 ans peut-être.
partir ainsi. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Vous pardonnez quoi? Les larmes roulaient inlassablement sur son visage. Elle ne semblait pas s'en rendre compte, le visage immobile. Ma pauvre petite fille, elle posa une seconde sa main sur ma joue et partit. Je vis la voiture disparaître au coin de la maison. J'étais perdu, égaré. Tout avait été si vite, et ce visage qu'elle avait, ce visage. J'entendis des pas derrière moi. C'était mon père. Il avait pris le temps d'enlever le rouge à lèvres d'Elsa, de brosser les aiguilles de pain de son costume. Je me retournai, me jetai contre lui. Salaud, salaud. Je me mis à sangloter. Mais que se passe-t-il? Est-ce qu'Anne? Cécile, dis-moi, Cécile. Chapitre 11. Nous ne nous retrouvâmes qu'au dîner, tous deux anxieux de ce tête-à-tête si brusquement reconquis. Je n'avais absolument pas faim, lui non plus. Nous savions tous les deux qu'il était indispensable qu'Anne nous revînt. Pour ma part, je ne pourrais pas supporter longtemps le souvenir du visage bouleversé qu'il m'avait montré avant de partir, ni l'idée de son chagrin et de mes responsabilités. J'avais oublié mes patientes manœuvres et mes plans si bien montés. Je me sentais complètement désaxé, sans rêve ni mort. Je voyais le même sentiment sur le visage de mon père. Crois-tu, dit-il, qu'elle nous ait abandonnés pour longtemps? Elle est sûrement partie pour Paris, dis-je. Paris, murmura mon père rêveusement. Nous ne la verrons peut-être plus. Il me regarda, désemparé, et prit ma main à travers la table. Tu dois m'en vouloir terriblement. Je ne sais pas ce qui m'a pris en rentrant dans le bois avec Elsa, elle. Enfin, je l'embrassai et elle a dû arriver à ce moment-là et je ne l'écoutais pas. Les deux personnages d'Elsa et de mon père enlacés dans l'ombre des pins apparaissaient vaudevillesques et sans consistance. Je ne les voyais pas. La seule chose vivante et cruellement vivante de cette journée, c'était le visage d'Anne, ce dernier visage marqué de douleur, ce visage trahi. Je pris une cigarette dans le paquet de mon père, l'allumai. Encore une chose qu'Anne ne tolérait pas, que l'on fumât au milieu du repas. Je souris à mon père. Je comprends très bien, ce n'est pas ta faute, un moment de folie, comme on dit. Mais il faut qu'Anne nous pardonne. Enfin, te pardonne. Que faire, dit-il. Il avait très mauvaise mine. Il me fit pitié. Je me fis pitié, à mon tour. Pourquoi Anne nous abandonnait-elle ainsi? Nous faisait-elle souffrir pour une incartade, en somme? N'avait-elle pas des devoirs envers nous? Nous allons lui écrire, dis-je, et lui demander pardon. C'est une idée de génie, cria mon père. Il trouva enfin un moyen de sortir de cette inaction pleine de remords où nous tournions depuis 3 heures. Sans finir de manger, nous repoussâmes la nappe et les couverts. Mon père alla chercher une grosse lampe, des stylos, un encrier et son papier à lettres, et nous nous installâmes l'un en face de l'autre, presque souriants. Dans le retour d'Anne, par la grâce de cette mise en scène, nous semblait probable. Une chauve-souris vint décrire des courbes soyeuses devant la fenêtre. Mon père pencha la tête, commença à décrire. Je ne puis me rappeler sans un sentiment insupportable de dérision et de cruauté les lettres débordantes de bons sentiments que nous écrivîmes à Anne ce soir-là. Tous les deux sous la lampe, comme deux écoliers appliqués maladroits, travaillant dans le silence à ce devoir impossible, retrouver Anne. Nous fîmes cependant 2 chefs-d'œuvre du genre, pleins de bonnes excuses, de tendresse et de repentir. En finissant, j'étais à peu près persuadé qu'Anne n'y pourrait pas résister, que la réconciliation était imminente. Je voyais déjà la scène du pardon, pleine de pudeur et d'humour. Elle aurait lieu à Paris, dans notre salon. Anne entrerait et le téléphone sonna. Il était 10 heures. Nous échangeâmes un regard étonné. Puis, plein d'espoir, c'était Anne. Elle téléphonait qu'elle nous pardonnait, qu'elle revenait. Mon père bondit vers l'appareil, cria allô d'une voix joyeuse. Puis il ne dit plus que oui, oui, où ça, oui, d'une voix imperceptible. Je me levai à mon tour. La peur s'ébranlait en moi. Je regardais mon père et cette main qu'il passait sur son visage d'un geste machinal. Enfin, il raccrocha doucement et se tourna vers moi. Elle a eu un accident, dit-il, sur la route de l'Esterel. Il leur a fallu du temps pour retrouver son adresse. Ils ont téléphoné à Paris et là, on leur a donné notre numéro d'ici. Il parlait machinalement, sur le même ton, et je n'osais pas l'interrompre.
dit-il. La voiture est tombée de 50 mètres. Il lui était miraculeux qu'elle s'en tire. Du reste de cette nuit, je me souviens comme d'un cauchemar. La route surgissant sous les phares, le visage immobile de mon père, la porte de la clinique. Mon père ne voulut pas que je la revoie. J'étais assise dans la salle d'attente, sur une banquette. Je regardais une lithographie représentant Venise. Je ne pensais à rien. Une infirmière me raconta que c'était le 6e accident à cet endroit depuis le début de l'été. Mon père ne revenait pas. Alors, je pensais que, par sa mort, une fois de plus, Anne se distinguait de nous, et nous nous étions suicidés, en admettant que nous ayons le courage, mon père et moi, se jeter d'une balle dans la tête en laissant une notice explicative destinée à troubler à jamais le sang et le sommeil des responsables. Mais Anne nous avait fait ce cadeau somptueux de nous laisser une énorme chance de croire à un accident, un endroit dangereux, l'instabilité de sa voiture, ce cadeau que nous serions vite assez faibles pour accepter. Et d'ailleurs, si je parle de suicide aujourd'hui, c'est bien romanesque de ma part. Peut-on se suicider pour des êtres comme mon père et moi, des êtres qui n'ont besoin de personne, ni vivant ni mort? Avec mon père d'ailleurs, nous n'avons jamais parlé que d'un accident. Le lendemain, nous rentrâmes à la maison vers 3 heures de l'après-midi. Elsa et Cyril nous y attendaient, assis sur les marches de l'escalier. Ils se dressèrent devant nous comme deux personnages falots et oubliés. Ni l'un ni l'autre n'avait connu Anne, ni ne l'avait aimée. Ils étaient là, avec leur petite histoire de cœur, le double appât de leur beauté, leur chaîne. Cyril fit un pas vers moi et posa sa main sur mon bras. Je le regardais, je ne l'avais jamais aimé. Je l'avais trouvé bon et attirant. J'avais aimé le plaisir qu'il me donnait, mais je n'avais pas besoin de lui. J'allais partir, quitter cette maison, ce garçon et cet été. Mon père était avec moi. Il me prit le bras à son tour et nous rentrâmes dans la maison. Dans la maison, il y avait la veste d'Anne, ses fleurs, sa chambre, son parfum. Mon père ferma les volets, prit une bouteille dans le frigidaire et 2 verres. C'était le seul remède à notre portée. Nos lettres d'excuses traînaient encore sur la table. Je les poussai de la main. Elles voltigèrent sur le parquet. Mon père, qui revenait vers moi avec le verre rempli, hésita, puis évita de marcher dessus. Je trouvais tout ça symbolique et de mauvais goût. Je pris mon verre dans mes mains et l'avalai d'un trait. La pièce était dans une demi-obscurité. Je voyais l'ombre de mon père devant la fenêtre. La mer battait sur la plage. Chapitre 12. À Paris, il y eut l'enterrement par un beau soleil, la foule curieuse, le noir. Mon père et moi serrâmes les mains des vieilles parentes d'Anne. Je les regardais avec curiosité. Elles seraient sûrement venues prendre le thé à la maison, une fois par an. On regardait mon père avec commisération. Webb avait dû répandre la nouvelle du mariage. Je vis Cyril qui me cherchait à la sortie. Je l'évitais. Le sentiment de rancune que j'éprouvais à son égard était parfaitement injustifié, mais je ne pouvais m'en défendre. Les gens autour de nous déploraient ce stupide et affreux événement, et comme j'avais encore quelques doutes sur le côté accidentel de cette mort, cela me faisait plaisir. Dans la voiture, en revenant, mon père prit ma main et la serra dans la sienne. Je pensais, tu n'as plus que moi, je n'ai plus que toi, nous sommes seuls et malheureux, et pour la première fois, je pleurais. C'étaient des larmes assez agréables. Elles ne ressemblaient en rien à ce vide terrible que j'avais ressenti dans cette clinique devant la lithographie de Venise. Mon père me tendit son mouchoir, sans un mot, le visage ravagé. Durant un mois, nous avons vécu tous les deux comme un veuve et une orpheline, dînant ensemble, déjeunant ensemble, ne sortant pas. Nous parlions un peu d'Anne parfois, tu te rappelles le jour que nous en parlions avec précaution, les yeux détournés, par crainte de nous faire mal ou que quelque chose venant se déclencher en l'amour ne l'amène aux paroles irréparables. Ces prudences, ces douceurs réciproques eurent leur récompense. Nous pûmes bientôt parler d'Anne sur un ton normal, comme d'un être cher avec qui nous aurions été heureux, mais que Dieu avait rappelé à lui. J'écris Dieu au lieu de hasard, mais nous ne croyons pas en Dieu. Déjà bien heureux en cette circonstance de croire au hasard. Puis un jour, chez une amie, je rencontrai un de ses cousins qui me plut et auquel je plus. Je sortis beaucoup
se menait avec la fréquence et l'imprudence des commencements de l'amour, et mon père, peu fait pour la solitude, en virotant avec une jeune femme assez ambitieuse. La vie recommença comme avant, comme il était prévu qu'elle recommencerait. Quand nous nous retrouvons, mon père et moi, nous rions ensemble, nous parlons de nos conquêtes. Il doit bien se douter que mes relations avec Philippe ne sont pas platoniques, et je sais bien que cette nouvelle amie lui coûte fort cher. Mais nous sommes heureux. L'hiver touche à sa fin. Nous ne roulerons pas la même villa, mais dans une autre, près de jouant les pas. Seulement, quand je suis dans mon lit, à l'aube, avec le seul bruit des voitures dans Paris, la mémoire parfois me trahit. L'été revient et tous ses souvenirs. Anne, Anne. Je répète ce nom très bas et très longtemps dans le noir. Quelque chose monte alors en moi que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour, tristesse. Voilà. Et c'est la fin de l'œuvre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette histoire vous aura plu. Elle aurait quand même duré pas mal d'épisodes. Donc dites-moi en commentaire si par exemple vous voulez que je refasse une œuvre en particulier, ou si par exemple si vous voulez que je continue, que je parle de telle ou telle œuvre, ou que je fasse une lecture chuchotée d'un auteur que vous aimez, dites-le moi en commentaire. Là pour le moment, je pense que je vais faire une petite pause en ce qui concerne les lectures chuchotées. Et je reprendrai peut-être dans 2-3 semaines